Les membres du Likoud ont compris qu'il s'agissait de rendre la liste plus attractive. Mettre des apparatchiks du Likoud dans les premières places de la liste, ça leur semble pas du tout logique. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec notre ami Maurice Fergan. Maurice, bonjour, Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste politique, entre autres sur la chaîne I24 News. Et je voudrais avec vous que l'on fasse un point parce que l'on approche d'une des échéances, on va dire, de cette campagne électorale, les primaires pour la liste électorale du Likoud. Et ces primaires, il faut bien avouer, Maurice, elles se préparent dans une atmosphère de méfiance, pour ne pas dire de critiques multiples. En particulier en direction du Premier ministre Netanyahou. Oui, Daniel, il faut préciser que les primaires vont avoir lieu ce lundi. Donc, oui. Vous pensez que la tension est à son extrême. Le week-end va être consacré à la campagne des candidats. Alors, effectivement, le Premier ministre est face à toutes les critiques, notamment concernant la composition de cette liste. Et la bagarre est énorme sur cette liste. Vous savez que apparemment les sondages donnent 24 sièges au Likoud, disons 30 sièges maximum en cas de succès. Or, sur ces 30 sièges, il y a à peu près 40 candidats, des députés sortants, des ministres, des anciens ministres, plus aussi 80 candidats qui viennent de l'extérieur. Ça veut dire 120 candidats pour 30 sièges. Ça fait beaucoup et la lutte est très, très, très serrée. Sans parler des places réservées au Premier ministre. Voilà. Parmi les places réservées, il y en a 8 qui sont réservées au Premier ministre et ça pose énormément de critiques parce que jusqu'à présent, l'annonce qui a été faite de ces places réservées, ce sont des proches du système de la hiérarchie du parti et pas du tout des personnalités qui peuvent ramener des électeurs. Donc, il y a eu énormément de critiques. Les membres du Likoud ont compris qu'il s'agissait de rendre la liste plus attractive. Mettre des apparatchiks du Likoud dans les premières places de la liste, ça leur semble pas du tout logique. Alors c'est ça, effectivement, on comprend bien que là, Binyamin Netanyahou s'est retrouvé confronté à un problème, à mon avis, dites-moi si je me trompe, qu'il n'avait pas prévu. Il pensait que sa liste pourrait être rendue plus séduisante en amenant des personnalités de l'extérieur. Or, il semble s'être heurté à une fin de non-recevoir de la part de la plupart des personnalités vers lesquelles il s'est tourné. Et au bout du compte, il va donner ces places à des gens comme Israël Katz ou à d'autres personnalités qui sont de l'intérieur même du Likoud. Et ce n'est pas là déjà un indice, on va dire, d'un affaiblissement du Likoud, d'un affaiblissement de même, on va dire, l'ensemble du bloc de la droite israélienne. Peut-être que les personnalités sentent que Binyamin Netanyahou n'est plus comme il l'était aussi séduisant lui-même et ils évitent de se rapprocher de lui maintenant. Écoutez, le Premier ministre doit choisir ou trouver des personnalités qui puissent ramener au sein l'électorat Likoud encore indécis, qui pensent, on appelle ça la droite molle, de manière à les ramener vers l'électorat du Likoud, ou alors trouver des personnalités qui vont resserrer les rangs à l'intérieur du parti. Bien entendu, c'est totalement contradictoire, ça ne fonctionne pas ensemble et il y a un mécontentement au sein du Likoud, d'autant que certains ministres phares ont déjà quitté le Likoud pour former un autre parti, le parti du Rassemblement, donc vous voyez que, de l'unité, donc vous voyez que ça grogne énormément. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que le Premier ministre doit lui aussi faire face à des rumeurs qui circulent avec beaucoup d'insistance sur une tentative de putsch qui aurait eu lieu en 2023, un mois après le début de la guerre du 7 octobre, menée par un de ces leaders du Likoud, notamment le ministre Bar Katz. Et donc, il y a une ambiance très, très mauvaise au sein du Likoud. Certains disent que il y a des volontés d'écarter, il y a eu des volontés d'écarter Benyamin Netanyahou en pleine guerre, ce qui vraiment porte mal au sein de ce parti. Et qui laisse penser que on peut peut-être s'acheminer vers un échec du Likoud aujourd'hui, ou alors c'est encore beaucoup trop tôt pour en parler? Je crois que c'est beaucoup trop tôt pour parler d'échec du Likoud. Il me semble
que ce parti traverse une crise, c'est évident. Le leader qui conduit le parti, Benjamin Netanyahou, est déjà au parti depuis plus de 30 ans, donc il est un peu usé, les gens commencent à enregistrer les critiques qui lui sont faites, notamment le roi, le dictateur, c'est lui qui décide de tout. Or, il ramène toujours en avant cette tradition démocratique au sein du Likoud, et comme par hasard, c'est la gauche qui ramène toujours ces critiques en disant « Ah, le Likoud, qui était un parti démocratique, ne l'est plus, il est mené par un monarche sans aucune limite. » Vous voyez que le Premier ministre fait face à des critiques extrêmement sévères au sein de son parti. On ne parle pas des acquis du Likoud, on ne parle pas de ce qu'a fait le Likoud pendant 4 ans au sein du gouvernement, des projets de loi qui ont été adoptés. Il y a eu aussi des côtés beaucoup moins positifs, notamment la fameuse réforme de la justice qui a créé beaucoup de dégâts au sein du parti. Mais sur la conduite de la guerre qui finalement n'est pas du tout catastrophique, la situation d'Israël au Proche-Orient d'un point de vue sécuritaire et strictement sécuritaire est bien meilleure que celle qu'on connaissait avant le 6 octobre. Oui. Ça, on n'en parle pas. La seule critique qui est faite à Netanyahou, c'est que son parti n'est plus un parti démocratique, alors que c'est un des seuls, avec d'ailleurs les démocrates à gauche, qui organisent des primaires démocratiques. Ouais. Alors, on va se déplacer légèrement vers le centre, du Likoud vers le centre, pour essayer de découvrir toutes ces petites mini-formations qui essayent de se positionner et de séduire un électorat qui est très hésitant. Il y a un quart des Israéliens qui ne savent pas pour qui voter, et beaucoup se trouvent là quelque part, on va dire, entre les partis de Azenkot, Bennett, Lapid et le Likoud. Il y a beaucoup, par exemple, de membres du sionisme religieux modéré qui ne savent pas vraiment pour qui voter. Est-ce que vous avez le sentiment que ces petites formations vont faire perdre des voix à la droite, au bloc de droite, ou alors elles vont finalement, au bout du compte, peut-être même sous la pression de Netanyahou, se réunir et essayer de passer le seuil d'éligibilité? Daniel, je crois qu'au sein de ces formations qui sont totalement diverses, il faut faire la différence entre 2 types de formations. Il y a des formations, par exemple, c'est celle qu'on appelle le parti des réservistes, mené par Yoav Zandel, qui annonce tout de suite qu'ils seront contre un gouvernement mené par Benjamin Netanyahou. Donc, il n'est pas question qu'ils donnent leur mandat au Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou. Ça, c'est clair. Et il y a d'autres petits partis comme ça. Maintenant, il y a d'autres partis de cette droite molle qui ont une position beaucoup plus ambiguë vis-à-vis du Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, affirmant que oui, il pourrait finalement compléter sa majorité, mais il s'agit de négociations très dures sur le dossier qui fâche ici en Israël, celui de la conscription des ultra-orthodoxes, notamment, je fais référence à Yuli Edelstein, l'ancien président de la Knesset, membre du Likoud, qui a quitté le parti, et Gilad Erdan aussi, qui ont formé leur propre parti, sur ce thème de la conscription des ultra-orthodoxes. Et c'est un thème qui fait vraiment polémique au sein du pays. Les gens se mobilisent pour la conscription des orthodoxes, et ça fait partie du débat entre gauche et droite, et la gauche utilise avec bonheur cet argument que finalement le Likoud n'a pas su faire adopter une loi sur la conscription des ultra-orthodoxes, et c'est un parti finalement qui compose avec les partis non sionistes, entendez, les ultra-orthodoxes, mais du coup, on ne parle plus du tout de l'électorat arabe-israélien, même si Gadi Eisenkot, le leader de Yachar, du parti de centre-gauche, disons, entend les intégrer à sa future coalition. On n'en parle plus, ça c'est plus le débat. Le débat, c'est la conscription des ultra-orthodoxes et l'échec du Likoud de faire passer une loi comme ça, un peu, faut le dire, par la faute des partis ultra-orthodoxes qui ont réduit leur position et qui ont vraiment, vraiment été très durs sur ces négociations. Alors, une dernière question, il nous reste 3 minutes. Vous n'êtes pas déçu, vous, Maurice, par le fait que les personnalités qui se sont dégagées pendant la période de la guerre, on va dire au plus profond de la guerre, ça veut dire tous les héros, ces réservistes, ces personnalités, les otages, les familles endeuillées, toutes ces personnalités que l'on a vu jaillir de la population, de la base de la population israélienne,
vous n'êtes pas déçu de ne pas les voir intégrer la vie politique? Est-ce que finalement la vie politique israélienne, elle est tellement problématique, tellement marécageuse que des gens qui n'y étaient pas avant, même s'ils sont gonflés d'idéal, eh bien, ils hésitent avant d'y mettre les pieds? Je crois qu'Israël, aujourd'hui, d'un point de vue politique, se trouve à un moment charnière, un moment de changement de garde, changement de personnel politique, rajeunissement du personnel politique. Il est temps effectivement de trouver une jeune garde, un nouveau personnel politique, que ce soit à gauche comme à droite, qui reprennent les choses en main. On a beaucoup compté sur ces jeunes qui ont sauvé le pays le 7 octobre en se mobilisant massivement. Il y a eu plus de 100% de réponses positives aux ordres de mobilisation. Ouais. Ces jeunes, vu de la guerre, c'est qui est énorme. Ils se sont donnés entièrement pour ce pays. Il y a eu énormément de victimes, des blessés. On les compte plus. Ouais. On a un petit problème, Maurice. Que cette jeunesse israélienne, qu'elle soit de gauche, chose de sale et de pourrie, et qu'on leur permette de prendre des positions clés au sein de l'administration israélienne. Notamment, je parle des municipalités, mais je crois qu'il y a aussi d'autres positions avant de devenir député qui peuvent être prise en main par cette jeunesse qui donnera un nouveau souffle au pays, que ce soit à gauche ou à droite, et sans aucun rapport avec le résultat des prochaines élections. Eh bien, on l'a bien compris, même si votre réponse aussi était assurée, on a quelques difficultés techniques pour mener une conversation correcte, mais on a réussi à le faire envers et contre tout. Merci beaucoup, Maurice Ifergan, de nous avoir aidé à mieux faire le clair sur la situation de la campagne électorale aujourd'hui. On est à près de 60 jours, un petit peu plus, 60 jours des prochaines élections, 75 jours des élections, voilà, très exactement. Merci beaucoup, Maurice, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Shabbat Shalom. Merci, Daniel.